débuter cette interview, je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Astrid, j'ai 45 ans, je suis propriétaire du restaurant où vous me voyez actuellement en train de travailler. Que dire, 45 ans, je suis originaire de Lyon et je travaille dans le dévolu de manière saisonnière avec ce restaurant qui s'appelle l'Étoile. Écoute, il n'est pas ouvert à l'année, j'aimerais bien, mais en plus on vit une période un peu particulière actuellement. On est ouvert l'hiver, les périodes de Toussaint aussi, les vacances et bien sûr les vacances d'été. En fait, nous on travaille quand vous êtes en vacances. Voilà. Est-ce que tu peux raconter comment tu as vécu ton enfance et ton adolescence et aussi préciser si tu as vécu cette période-là à Lyon ? Complètement. Moi, je suis née à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon. Je suis exactement originaire de Dessines, une petite ville de banlieue juste à côté de Lyon, vraiment la toute première couronne. Et j'ai fait toutes mes études à Lyon, du primaire jusqu'aux études supérieures. Et ensuite, j'ai quitté Lyon en 2000 pour aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et j'étais diplômée, donc du coup, j'avais diplôme en poche et j'ai été chercher mon premier boulot à l'époque aux États-Unis. Voilà. Et puis depuis, j'ai pas arrêté de bouger et j'ai fait différentes choses dans ma vie professionnelle qui m'ont amené à être aux États-Unis, en Angleterre, sur Paris, dans les Alpes, beaucoup dans les Alpes, du nord au sud. Propriétaire d'un premier restaurant à Lyon, vendu, retravaillé à nouveau dans les Caraïbes pendant un long moment. Et puis retour à la nature, au vert, ici, dans le dévolu, avec ce restaurant depuis 4 ans. Voilà. Est-ce que tu as fait ta scolarité dans des établissements privés ou publics ? J'ai toujours été en école privée, j'ai envie de dire. Ouais. Pour moi, c'est plutôt traditionnel, mais c'est vrai qu'école privée, depuis la tendre enfance jusqu'aux études supérieures, où c'était même une école privée aussi. Donc voilà. Études privées du début à la fin. Okay. Comment est-ce que tu as vécu ta scolarité et la période autour de ta scolarité ? Alors moi, l'école, j'y allais parce qu'il fallait y aller, mais je faisais aussi pas mal de sport, donc du coup, j'allais à l'école et je quittais l'école pour aller directement à la piscine, m'entraîner, faire de la muscu, des choses comme ça, enfin, des choses inhérentes au sport et à la pratique un petit peu de haut niveau que j'ai faite. Du coup, l'école, moi, ça n'a pas été un problème, j'étais même une bonne élève, j'ai pas de problème particulier à ce sujet-là. Après le bac que j'ai eu à 17 ans, comme beaucoup maintenant, parce que je suis de fin d'année, mais j'étais à la fac de droit. C'était pas trop un système pour moi, du coup, je suis partie en études supérieures, mais privées, ça me correspondait. Enfin, c'était plus pratique en termes de choses effectives, pratiques. C'était des études pratiques que je faisais, et ensuite, c'était plus efficace pour moi, voilà. À quel moment et dans quel contexte tu découvres ton homosexualité, ou en tout cas tu as tes premiers émois lesbiens ? Des sentiments amoureux, je crois que j'en ai jamais eu de ma vie, honnêtement. Okay. C'est venu très tard. Moi, j'ai passé mon temps à m'amuser, à travailler, à voyager et à faire mes études. Donc, je ne me suis pas trop occupée de tout ça dans un premier temps. Et je pense que mes premiers sentiments pour une personne, ça a été il y a un peu moins de 10 ans, quand j'ai eu ma première relation. Et voilà, quoi. Après, je me suis jamais trop posé la question du pourquoi, du comment. C'était... Voilà, je suis pas quelqu'un en relation, et quand j'ai voulu faire quelque chose, ça a fonctionné. Et je trouve que c'était avec une fille et c'est à nouveau avec une fille, donc voilà. Mais j'ai pas vécu le truc transformation, transcender, non, c'est pas mon truc. Comment est-ce que tu as vécu du coup cette première relation et le fait que ce soit avec une femme ? Je m'en tapais complètement, j'étais déjà... Quel âge tu avais ? Alors justement, j'allais dire quel âge j'avais quand j'ai rencontré Elodie. Je sais plus, attends, c'était... Si, j'avais 40 ans. D'accord. À peu près. Okay. 39, 40, voilà. Donc, mais avant, j'ai jamais été en relation avec qui que ce soit. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas, je crois que j'étais pas prête pour le faire de toute façon. Que ça aurait été un homme ou une femme. Je crois qu'il y a des moments dans ta vie où tu as envie de te poser. Et là, c'était pas le moment. Voilà, j'étais en mode vadrouille et c'était pas... Voilà, déjà, il fallait que je me suive moi-même, alors c'est un peu plus compliqué à deux, forcément. Voilà. Franchement, je me suis jamais posé la question de savoir du bien, du mal, du pourquoi, du comment. Je fais ce que j'avais envie de faire, comme j'ai toujours eu fait de toute façon dans ma vie. Ouais. J'ai envie de changer de métier, j'ai changé de métier. J'ai envie de dire fuck à quelqu'un, j'ai dit fuck à quelqu'un. J'étais pas contente dans un boulot, je donnais ma démission. 3 semaines après, j'étais ailleurs. Ouais. Je me pose pas de questions. Okay. Donc je n'allais pas m'en poser pour ça non plus. D'accord. Voilà, tout simplement.
Au moment où tu vis cette première relation donc avec une femme, est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec des proches de ton entourage, donc avec ta famille notamment? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'ils ont réagi? Mes sœurs, au début, Ashmig, elle l'a pris bizarrement, peut-être, je crois. Mon autre sœur, elle habite à l'étranger, donc du coup, je lui ai dit au téléphone. Ma mère, on va dire qu'elle elle sait, mais elle aime pas trop l'idée. D'accord. Comme tout parent un peu ancien et conservateur, hein, voilà, truc traditionnel. Mon père, clairement, ne le sait pas. Il vit un peu dans son monde de bisounours, je le laisse. Moi, ça me convient. Ouais. J'ai pas l'impression d'être dans des non-dits, des mensonges, donc honnêtement, tout le monde est bien comme ça. Sympa. D'une manière générale, est-ce que tu es out dans les milieux dans lesquels tu évolues, et notamment au travail? Certaines personnes, oui, d'autres non. Après, moi, je tiens un restaurant, donc je veux pas que les gens aient besoin de savoir ce que je fais. Si j'aime les chiens, les chats, les mouches, si j'ai un hamster chez moi non plus. Donc, honnêtement, si j'ai envie de leur dire, parce que y a quelque chose qui se passe avec ce client particulier, pourquoi pas. Il y a un ou deux clients, oui, qui savent que je suis en relation avec quelqu'un, mais d'autres, non. Enfin, ça les regarde pas. Et c'est pas la raison pour laquelle ils viennent manger chez moi. Ils viennent manger chez moi parce qu'ils retrouvent ce qu'ils ont envie de retrouver, la carte, les plats, le restaurant, ma soeur, moi, nos conneries, parce qu'on a coutume d'amuser un peu la galerie. Après, non, ça regarde que moi. Je suis pas du style à m'étaler les trucs, je fais mon coming out. Ouais, ok. Je vois pas l'intérêt du tout. Tu fais pas ton coming out quand t'es hétéro, quoi. Mais ceci dit, les hétéros ont plus de droits que nous de base, donc je pense qu'il y a aussi ce truc de vouloir. Oui, enfin, le plus de droits, aujourd'hui, une femme, tu vas faire un gosse, tu peux le faire aussi. Hein. Pas chercher midi à 14h. C'est compliqué, machin, mais bon, il y a plein de couples hétéros qui peuvent pas en faire non plus. Hein. Faut se poser les bonnes questions. Hein. Donc, point de vue, c'est le mien. De ce que je comprends à travers tes propos, j'ai l'impression que tu n'as pas forcément eu besoin de te rapprocher de groupes LGBT ou d'une communauté LGBTQIA+, avec qui tu partageais ces réalités. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai, tu as raison sur ce point-là. En fait, non, j'ai pas eu besoin de m'en rapprocher. Alors après, c'est vrai, quand après quelques années passées à l'étranger, quand je suis rentrée à Lyon, je me suis dit, si je voulais me trouver quelqu'un, c'est sûr, il faudrait peut-être que j'aille plus autre que dans les boîtes de nuit hétéro où j'ai toujours traîné. Les grands clubs de Lyon, les machins, les trucs comme ça. Je dis, il faudra peut-être que je découvre un autre lieu. Et effectivement, j'ai découvert un autre lieu dont je connais la patronne maintenant très bien, etc. C'est devenu une amie. J'ai rencontré 2-3 personnes super sympas qui sont d'ailleurs mes potes aujourd'hui, mais ça, c'est des trucs qui remontent à il y a plus de 10 ans. Ouais. Mais j'ai pas eu besoin de me rapprocher du milieu, de traîner que dans le milieu, de lire le milieu, de manger le milieu. Non. Non, ça, c'est pas mon truc. Moi, je vis ma vie, on est des personnes normales. Enfin, moi, j'estime que c'est pas parce que t'es gay que tu dois vivre... te ghettoiser, quoi. Ça, Ouais. c'est mon point de vue. Il y a déjà suffisamment de gens qui peuvent dober gratuitement, donc ça sert à rien de se rajouter une couche, à mon sens. Généralement, les personnes qui sont issues de minorités, donc notamment les personnes LGBTQIA+, ont besoin, tu vois, de se retrouver entre personnes concernées. Et du coup, j'aimerais savoir si tu arrives à expliquer pourquoi toi, t'as pas eu cette envie ou ce besoin-là. Alors, oui, j'avais pas ces besoins-là. C'est vrai que j'avais pas besoin de parler, je sais même pas de quoi on peut parler dans ces trucs-là d'ailleurs, on va dire. Non, j'ai pas ressenti de besoin de m'exprimer sur ce sujet-là. Non. D'accord. Pour moi, c'était plutôt naturel. Je suis une personne qui a une sexualité différente de la majorité, parce qu'on reste toujours une minorité, ça, faut quand même en avoir conscience. Hein. Mais c'est tout. Voilà, tout simplement. Ouais, non, mais tous les trucs de communauté, la Gay Pride par exemple, j'y vais jamais. Je m'y retrouve absolument pas. Alors, faire la fête, c'est pas du tout le truc qui me dérange. J'ai bossé dans des endroits où faire la fête, on sait la faire. Je l'ai faite des tonnes de fois et je sais la faire. Mais ce côté de population qui se mixe et qui est hyper dans la revendication et qui est hyper dans les clichés, c'est pas évident parfois qu'on ait des remarques d'ultra qui fustigent un peu la communauté gay avec toutes ces lettres aujourd'hui là. Enfin, moi je trouve pas. Là, tu parles du fait qu'avant on disait LGBT. Oui, et puis maintenant, je sais pas, on en a combien de lettres là? Il y a tout l'alphabet là, non? Pardon. Désolé pour ceux qui y croient, mais là ça fait un peu trop de lettres et même il y a des trucs, limite ça me gonfle quoi. Aujourd'hui, je vois des plus jeunes, quand je dis plus jeune parce que j'ai 45 ans, donc je pense que je peux me considérer un peu plus ancienne. J'ai rien contre, mais ils ont peut-être des mal-être de plein de choses, mais ouais, alors moi je suis non-binaire, binaire, mais j'aime, ouais, ok.
tu te poses pas un peu trop de questions. Enfin, je peux comprendre des traumatismes de certains, mais à un moment donné, moi, je trouve qu'il y en a qui cherchent peut-être un peu trop la petite bête. On peut pas aimer... Enfin, t'aimes un homme ou une femme, t'es un homme ou une femme, et tu aimes un homme ou une femme. Quand aujourd'hui, on peut plus dire ni monsieur ni madame dans les messages génériques, notamment dans les gares, moi, je trouve ça dingue, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent pas dans le monsieur ou le madame. Ouais. Moi, je sais que c'est des notions que je comprends parce qu'autour de moi, il y a des personnes qui sont concernées. Là, moi, je dirais presque même, hey, les gars, faut pas s'étonner derrière qu'on peut s'attirer les foudres dans la communauté de tout, une fois de plus, tous les extrémistes. Je veux dire. Et puis après, les extrêmes, il y en a de partout. Hein. Bah voilà, je sais pas. Pour moi, ça peut être une des conséquences. Alors, je suis peut-être extrême aussi dans mes propos, mais... Mais ça, je pense qu'effectivement, c'est aussi... Et ça, je trouve ça nouveau et je sais pas. Voilà, c'est une question de génération aussi, je pense. Ouais, Parce que moi, du coup, j'ai 36 ans et je vois rien qu'à mon époque, par exemple, la non-binarité, on n'en parlait pas. Ouais. Alors, est-ce que ça voulait dire qu'on était... Les personnes trans ont commencé, mais c'était hyper maladroit et assez violent, même par rapport aux personnes trans. Mais du coup, aujourd'hui, c'est vrai que tout ça, à force d'essayer de déconstruire des schémas et puis surtout de laisser plus de place aux individus. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de notions. Donc, effectivement, il y a peut-être un truc de génération où toi, du coup, qui a une dizaine d'années de plus que moi. Effectivement, je m'y retrouve pas. Et du coup, alors bon, ça me regarde pas. Après, cette jeunesse-là, elle fait ce qu'elle veut. On verra où ça mène plus tard. Après, c'est vrai que tous les 4 matins, on lit agression, de ci, de là, homophobe, machin. Après, parfois, je pense qu'il faut regarder les comportements des uns et des autres. J'ai pas dit que les agressions, elles étaient gratuites et que c'était normal. Attention. Mais je dis juste que moi, des fois, je me balade dans Lyon. Quand j'en vois qui crient, qui hurlent, qui paradent, j'ai pas envie de dire à moitié à poil, mais bon, on a déjà vu des trucs by night, tu fais, non mais... Peu de tenue, les gars. Peu de tenue, enfin... Bref, chacun fait ce qu'il veut, c'est un fait. Moi, je fais pas ça. Quand j'enregistrais pas encore, tu m'as parlé de tes origines arméniennes. Maintenant qu'on enregistre, je voulais savoir si tu avais envie d'en parler à l'occasion de cette interview. Alors oui, je suis d'origine arménienne, ça c'est dans le sang, c'est dans l'ADN. Mes grands-parents sont arrivés suite au génocide arménien au début du siècle dernier. Et du coup, mes parents sont aussi arméniens. Et nous, on a été élevés un petit peu, mes sœurs et moi aussi, un petit peu dans le milieu avec l'école arménienne, un peu de musique, un peu de danse, un peu de ci, un peu de là. Et c'est vrai qu'on a toujours vu mes parents s'occuper d'associations arméniennes. Du coup, c'est un peu une évidence pour nous. On est allé en Arménie, enfin moi je suis allé en Arménie, plein de fois. Enfin plein de fois, oui, au moins 4-5 fois. Je parle un peu l'arménien et surtout aujourd'hui l'arménien, ça me sert parce que je le retranscris dans la cuisine et c'est un peu la carte de visite du restaurant. Donc du coup, c'est un peu l'attraction qui nous amène du client et voilà. À y être, du coup, comment est-ce que tu décris ta cuisine arménienne ? Alors, c'est proche du libanais, c'est même très très proche du libanais et voire un peu de la cuisine turque. Mais on ne me parle pas des kebabs, hein, s'il vous plaît. Voilà. Mais la cuisine turque raffinée de maison, ça ressemble exactement à ça. Voilà. Quand tu as évoqué tes études tout à l'heure, sauf erreur de ma part, tu n'as pas précisé dans quel domaine c'était. Est-ce que ça concernait la cuisine ? Alors, j'ai fait ce qu'on appelle l'Institut Vatel. C'est une école de management hôtelier. Tu fais un peu de cuisine, mais pas que. Et du coup, moi, j'ai plus la fibre pour la cuisine que d'autres personnes. Et du coup, on est très peu à se retrouver en cuisine après les études à Vatel. J'ai 2-3 connaissances qui y sont. Mais quand je vois le nombre d'étudiants à l'année, il n'y en a pas des masses. Je vois par exemple ma sœur, elle a fait Vatel, mais à la cuisine, c'est pas trop son truc. Donc du coup, quand on achète un restaurant, c'est moi qui cuisine, et moi c'est génial. Parce que sinon, quand j'ai pas de restaurant, je fais pas ça. Je cuisine pas. D'accord. Voilà. Tu gères du coup ? Je gère des hôtels, je gère des restaurants, je gère des grosses unités en général où il y a du personnel et il y a plein d'emmerdes. Pardon. Mais oui, c'est comme ça que ça se dit. Et du coup, c'est vachement plus reposant d'avoir un restaurant et de parler une courgette, tu vois, elle est morte, c'est pratique. Si je me réfère à mon vécu sur les bancs de l'éducation nationale en France, je n'ai pas le souvenir qu'on aborde spécialement le génocide arménien ou l'Arménie d'ailleurs, d'une manière plus générale. Est-ce que tu as envie d'en parler ? Le génocide, c'est vrai que je crois qu'on ne l'apprend pas trop dans les manuels d'histoire en France. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut avoir le voisin, le copain ou la cousine qui t'en parle, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une évidence. Et oui, le génocide, il a eu lieu. Et puis voilà, c'est le premier génocide du siècle, avant l'Holocauste. C'est comme ça a fait fuir beaucoup de gens, dont ma famille, les autres, etc., passés par des exils.
Officiellement, comment a été prétexté, si je peux dire comme ça, ce On génocide? était catholique au milieu d'un monde musulman, tout simplement. Voilà. Et du coup, ça s'est passé au début de la Première Guerre mondiale? Ouais, tout à fait. Ouais. Les premiers pogroms ont commencé vers 1914 et après il y a la date historique retenue du 24 avril 1915, qui est une date où il y a eu des grosses déportations de masse. Du coup, c'est celle-là qui était vocatrice et que nous commémorons tous les ans depuis plus de 110 ans maintenant, un truc comme ça. Donc voilà. C'est toujours un jour qui fait un peu du mal parce que, alors que ça soit passé en 1915, c'était une chose. Peut-être qu'on se disait oui, on n'avait pas encore les moyens avec l'ONU, etc., de calmer les fous, les dictateurs dans le monde. Mais bon, 2021, 22 bientôt, c'est pareil, hein, donc il n'y a rien qu'à changer. Est-ce que l'État français reconnaît officiellement le génocide La France a arménien? reconnu le génocide, oui, une partie certains États américains aussi, il y a des grands pays. Récent, non? Il me semble que C'est plutôt récent, ouais, c'est plutôt récent. Il y a une grande partie, certains pays du monde reconnaissent le génocide arménien. Ils le reconnaissent souvent à des fins politiques dans leur propre pays, hein, pour être très honnête. Hein. D'accord. En France, il y a des Arméniens. Aux États-Unis, il y a des Arméniens. Voilà. Bon, après, on a notre grande copine Kim Kardashian qui a fait un grand lobbying auprès de son ami Donald Trump. On aime ou qu'on n'aime pas, mais bon, c'est comme ça. Nous, on a Kim Kardashian. Voilà. Tout à l'heure, tu as expliqué que tu n'avais pas ressenti un besoin particulier de te retrouver proche d'une communauté LGBTQIA+. Est-ce que tu as une communauté arménienne autour de toi? Oui, autour de moi, oui, j'ai quand même pas mal d'Arméniens. Oui, bien sûr. Déjà, il y a mes cousins. Oui, il y a souvent des Arméniens autour de moi. Voilà, il y a souvent des Arméniens. Ouais. Pas tout le temps, mais souvent. Pour moi, c'est naturel, oui, c'est vrai, parce que moi j'ai fait du sport, donc dans mon milieu, il y aura des gens qui ont fait du sport, de la natation principalement, c'est le sport que j'ai fait. Puis natation synchronisée, c'est aussi l'autre sport que j'ai entraîné. Ça s'appelle natation artistique d'ailleurs, désormais. Tout change. Non, même ça, ils changent les noms des sports. Bon, bref. Et du coup, ouais, il y a un peu de tout ça, quoi. Ça, c'est mon ADN, en fait, c'est ça. Est-ce que tu sais pourquoi tes grands-parents ont choisi la France comme destination pour fuir le génocide? Ouais, fallait partir. Fallait partir pour survivre. Hein, comme tous les gens qui fuient, fallait survivre et manger. Donc le choix, pourquoi la France, j'en sais rien. Je les ai perdus relativement tôt, donc c'est des choses dont ils ne parlaient pas. Et à l'âge où ils sont morts, je suis pas sûr que j'aurais tout compris. Donc, j'en sais pas plus. Comment tes grands-parents ont vécu à la fois leur arrivée et leur vie en France, et tes parents également? Ils sont français, ils sont nés en France de toute façon. Ouais. Mes grands-parents, je suis pas sûr qu'ils soient sentis super accueillis au départ. Ils ont fait comme ça se faisait à l'époque, ils ont fermé leur gueule, bossé, essayé de choper de la farine, faire du pain, faire bouffer leur famille, et puis aller au boulot, quoi. Il n'y avait pas le choix, hein. Enfin, tout simplement en fait. Et du coup, c'est comme ça que mon père il est né en 43 par exemple, ma mère est née après en 1951. Voilà, c'est comme ça quoi. Nous on se lève le matin, on part travailler parce que c'est évident, c'est comme ça qu'on mange et qu'on vit derrière. Sinon. De ce que je comprends à travers tes propos depuis le début, j'ai l'impression que tu justifies un petit peu ton tempérament bosseur, indépendant, par aussi cette histoire familiale. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, complètement. Enfin, assez. Enfin, oui, assez clairement. Je crois que le goût du travail, comme le goût de la lecture, les trucs comme ça, on les acquiert dans un environnement propice. Et quand je dis propice, y a pas de, ça ne veut pas dire bien ou mal, hein, ça veut dire que voilà, si depuis le plus jeune âge, tu vois des gens travailler et qu'on t'apprend qu'il faut travailler, je pense que tu le retranscris. Ou pas, hein, mais globalement, tu as plus de chances de le retranscrire. Pareil, la lecture, pareil, à mon avis, pour d'autres choses. Et voilà, c'est comme ça. Donc, ouais, nous, on est des bosseurs dans la famille. Donc là, du coup, les 8 mois de confinement, ça a été un petit peu dur. On a trouvé le moyen de s'occuper malgré tout, mais c'était pas du full time. Hein. Mais bon, on a quand même fait des trucs. On a fait de l'événementiel, c'est un grand mot, mais on a fait les marchés. Du coup, on préparait des plats, notamment arméniens, ma soeur et moi. Avec d'autres copines aussi, on a fait des marchés. Et du coup, ça nous occupait 3 jours dans la semaine. Et il y a eu un bon engouement, une bonne réceptivité de la part des gens qui sont venus assez naturellement acheter des plats. Parce que du coup, on leur proposait des plats, notamment avec l'arménien, qu'ils n'auraient jamais fait chez eux. Donc du coup, on a joué un peu sur l'affect et la bouffe, c'est un peu l'affect. Et la nôtre, ça marche. Ouais. Donc si vous voulez ouvrir un restaurant, faites de la bouffe affective. Voilà. C'est pas le but du reportage, mais quand même. Voilà.
ça fait toujours un truc extrêmement différent et je veux pas être méchante, mais bon, la pizza c'est hyper banal. Après, il y a des très mauvaises pizzas, il y a des très bonnes, etc. Mais c'est pas pour la pizza, par exemple, que les gens viennent ici. Ils viennent pour manger des keftés, des plats un peu méditerranéens, des choses qui se feraient pas forcément chez eux. Et puis voilà quoi. Et ça marche. Tu vas au restaurant pour manger un truc que tu ferais pas chez toi. Si c'est pour manger une omelette, moi je reste chez moi. As-tu déjà vécu des discriminations liées à tes origines arméniennes, que ce soit en France ou à l'étranger? Jamais, jamais. D'accord. Tout le monde a su que j'étais arménienne dans mon entourage, parce qu'avec mon nom de famille, forcément, Yérimian. Donc déjà, j'étais la dernière de la liste alphabétique. Et alors là, j'ai jamais eu de problème sur mes origines ou quoi que ce soit. Alors là, c'est pareil, ceux qui font des crises identitaires sur les origines, je ne comprends pas. Ah, parce que du coup, c'est pas ton vécu, quoi. Bah non, c'est pas mon vécu, donc du coup, c'est vrai que j'ai quand même du mal à le concevoir. Je peux comprendre, mais je me suis jamais fait traiter de sale arménienne, quoi. Ouais. Parce que je pense que j'ai pas donné l'occasion aussi à quelqu'un de le dire. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est vrai que c'est pas mon passé, c'est pas mon vécu, et j'ai du mal à bien le comprendre en fait. Voilà, Ouais. une fois de plus, je pense que Tu sais que t'avais dit... Pardon. c'est quand tu tends la joue pour te prendre une claque que tu t'en prends une, quoi. Enfin, je sais pas, faut pas. Des fois, je me dis, faut pas chercher. Alors, je dis pas que j'ai pas cherché et que je reste dans l'anonymat, hein. Tout le monde sait que je suis arménienne, hein. Mais voilà, non, pas de problème à ce niveau-là, hein, sur mes origines. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois clair de peau, si je peux me permettre de le formuler de cette manière, a pu te protéger de certaines formes de racisme présentes en France? Probablement. Ah, là-dessus, effectivement, ça, je le comprends. Mais Au début de l'interview, tu disais avoir voyagé et vécu à l'étranger pour ton travail notamment. Est-ce que tu souhaites évoquer cette période et son influence? Je parle couramment l'anglais, j'ai des potes un peu à droite à gauche dans certaines parties du globe, voilà. J'ai voyagé, j'ai vu des choses que j'aurais peut-être pas vues si j'avais pas habité aussi longtemps aux États-Unis, parce que bon, quand on voyage souvent on va qu'à New York, à San Francisco et machin. Bon bref, j'en ai fait un peu plus que ça, et c'est plutôt sympa. Après, ce que ça m'a apporté, notamment, on parlait un petit peu d'origine, etc. Quand j'ai bossé dans les Caraïbes, on parlait de couleur. Alors oui, j'ai le teint blanc, effectivement. Là-bas, ils sont un peu plus... quand j'ai bossé en République dominicaine, il y a aussi des gens de couleur de peau plus foncée. J'ai bossé aux Bahamas, donc oui, ils sont noirs, on a le droit de le dire. Bon, je sais pas. Ils sont plus racistes que ce que j'ai pu expérimenter en France, quoi. Moi, j'étais la blanche qui venait les exploiter. Bon, écoute, oui, je trouvais que ma mission était pour un grand club de vacances pour lequel je travaillais. Ma mission était telle, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai plus vécu du racisme en étant là-bas. On m'a dit, ouais, t'es blanche. Oui, oui, je suis blanche. Je n'ai pas encore pris le soleil, je suis blanche. Mais du coup, oui, j'ai plus, entre guillemets, si j'ai vécu du racisme, c'était là-bas. Après, ça m'a... moi, je faisais mon boulot, donc de toute façon, à un moment donné, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas parce que je suis blanc, jaune, vert, que ça allait changer quoi que ce soit, hein. Est-ce que tu comprends ce rapport-là qu'ils ont eu envers toi ou... Je le comprends. Non, je le comprends toujours pas, à vrai dire. Non. Parce que pour eux, on est tous les descendants de Christophe Colomb. Donc à un moment donné, il faut peut-être aussi avaler certaines pilules. Alors, comme je disais pour le génocide arménien, hein, c'est dommage, ça s'est produit il y a 100 ans. On voit qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui se reproduisent. L'être humain n'a pas évolué, n'a pas pris conscience de quoi que ce soit, ça je l'entends bien. Mais je vois pas les Arméniens crier non plus avec leur drapeau tout le temps. Voilà, le 24 avril, il y a une journée commémorative, pacifique. Le reste de l'année, t'entends pas parler des Arméniens, par exemple. Et je viens d'une minorité qui, elle aussi, a été génocidée, hein, tout simplement. C'est pas le cas de tous les pays. Le génocide, ça s'applique à 2 pays. Nous, les Arméniens, puis les Juifs. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Je vais pas mettre des gens à dos, mais c'est comme ça. Voilà. J'ai pas fait d'histoire, les enfants. Et donc, non, la forme de racisme qu'ils ont là-bas, c'est endémique. Ils sont anti-blancs. C'est assez connu aussi dans les dom-toms français. Bon, très bien. On m'en avait parlé, mais je croyais pas trop. Je vois, bon. Mais en fait, non, ouais, je le savais. Bon, écoute, moi, j'ai fait ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis voilà. Hein.
Moi, c'est pas parce qu'ils étaient noirs que j'en ai viré, c'est pas parce qu'ils étaient blancs que j'en ai viré non plus du boulot. Oui, parce que j'ai eu un boulot de merde où il a fallu que je vire des gens, que j'embauche des gens et que je fasse des trucs pas forcément agréables. J'étais directrice d'hôtel, hôtel 4 étoiles dans les Caraïbes, il y a des choses que... moi, j'ai un cahier des charges à respecter, j'ai des lignes de conduite et c'est malheureux, mais on embauche des gens, on en vire, on est sévère, on s'amuse aussi, on est sympa, mais il y a des choses à faire et c'est comme ça. Tu tiens un hôtel 4 étoiles, c'est pas un camping. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir travailler et vivre en France ? L'idée c'était surtout de remonter un restaurant. Donc du coup, au départ ça aurait dû être Lyon et en fait, on s'est retrouvés ici. C'est un projet commun du coup avec ma sœur. Hein. Je n'ai pas le restaurant toute seule. Du coup, je dis on là à ce moment-là. Moi, j'étais en train d'essayer de chercher du boulot sur une autre île paradisiaque et du coup, j'ai su que ce restaurant-là était à vendre et du coup, ma sœur est venue en éclaireur, j'ai eu mon billet d'avion et du coup, on est venu acheter ce restaurant pour commencer il y a maintenant 4 hivers en arrière. Voilà. Besoin de calme, non. Besoin de me remettre à mon compte, oui. Parce que bosser pour les grands groupes, c'est sympa. Je l'ai fait pendant quelques années, mais c'est chiant. Enfin, on me prend trop de pression pour rien des fois, donc c'est plus cool de se mettre à son compte. Ouais. Bon, pour moi en tout cas. Après, tout le monde n'a peut-être pas ce tempérament. La situation sanitaire qu'on connaît maintenant depuis plus d'un an et la gestion politique autour de cette crise ont eu un impact très rude sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. Malgré tout, est-ce que tu as l'impression d'être au bon endroit et de faire ce qu'il te plaît à l'Étoile ? Au bon endroit, ouais, toujours finalement, parce que je me dis qu'on est quand même dans une zone de vacances. Donc du coup, aujourd'hui, le vacances, ça devient un peu une forme de privilège avec toutes les restrictions qu'on vient de vivre. Donc du coup, oui. Et ce que je fais, moi j'aime ce que je fais, donc je me pose pas trop de questions. Après, j'aime ce que je fais, mais si je voyais que ça rapportait rien, j'arrêterais aussi, je suis pas débile. Mais je crois que les gens ils aiment bien, du coup on continue. J'ai l'impression que c'est pas non plus hyper évident de te faire parler de certains pans de ta vie privée. Déjà, tu peux me dire si je me trompe, évidemment. Et j'aimerais savoir aussi par la même occasion pourquoi tu témoignes dans The Edgewood. Parce que comme tu m'avais dit aussi, voilà, l'idée c'était de présenter différents profils et que c'est bien de ne pas avoir les stéréotypes non plus de tout même profil. Donc du coup, a priori, je suis peut-être un peu différente des autres profils que tu as pu avoir et des futurs que tu auras. J'ai pas le même âge que ce que tu avais dit. Après, moi, ça me dérange pas de témoigner parce que je me dis que, j'ai rien à cacher. Je dis ce que je pense, donc on n'est pas censuré, donc ça va, ça me convient. Et puis voilà, après c'est une expérience comme une autre, la mienne elle est plutôt simple, mais j'espère qu'il y a d'autres personnes qui ont à peu près les mêmes histoires et que c'est pas toujours du compliqué et des choses comme on entend par voie de presse quand on est gay par exemple, quoi. Voilà. Tu me disais que tu te définis pas du tout comme une personne militante et je voulais savoir si malgré tout dans le fait de participer, de témoigner dans The Edgewood, il n'y aurait pas un petit acte militant, mine de rien, là-dedans. Le seul truc pour lequel je militerais, c'est manger bien et boire bien, hein, voilà. Mangez pas de la merde. Non, en fait, peut-être que je dis un peu le contraire de ce qui se dit actuellement, parce que je suis pas trop dans les nouveautés, la binarité, les trucs comme ça. J'avoue que je suis peut-être pas à la page, tout simplement, mais je pense pas être militante, non. Enfin, je pense pas. T'as de la chance, on le fait en condensé, parce que 45 piges, t'as rien à dire. J'aimerais revenir un petit peu sur le sujet des références LGBTQIA+. Tu disais ne pas en avoir eu spécialement besoin, ou en tout cas pas besoin d'en chercher. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ? Oui, non, je sais pas. Quand je vois les gens qui font leur coming out, je me dis, je sais pas trop ce que ça leur apporte. Les 4/5 du temps, ça attire plus de haine qu'autre chose. Les personnes publiques, tu veux dire ? Oui, les personnes publiques, ouais, voilà, hein, que ce soit dans le monde du sport, que dans le monde des médias ou de la presse, enfin de tout, quoi, voilà. Toutes les personnes publiques. Des fois, je ne sais pas trop ce que ça apporte. Alors, je peux comprendre qu'il y en a qui a besoin de le dire, mais quand tu es dans ton environnement de travail, les gens ils le savent probablement autour de toi et qui ça change. Je sais pas, bref. Non, moi, quand j'ai nagé, au niveau où j'ai nagé, une fois j'avais fait une grande compète sur Paris et j'ai vu tous les plus grands nageurs français de l'époque, ceux qui à l'époque allaient nager aux Jeux Olympiques de 92. Alors,
Il y en a qui n'étaient pas nés. Voilà, moi c'était mes référents, c'était des sportifs. C'est comme si tu es footeux et que tu vois Diego Maradona. Voilà. Moi j'aime les personnes pour ce qu'elles font, pas pour ce qu'elles sont. Par exemple, sur le plan sportif, pour un sportif, oui, bien évidemment. J'ai croisé des ministres aussi, c'est quand même cool, tu parles à un ministre. Ouais, tu fais des trucs différents avec des personnes. Tu vas pas aller leur demander ce qu'ils font, tu les rencontres pour leur fonction. Ou leur fonction pour un ministre. Ou quand tu es sportif, tu as aussi une fonction, quoi, ton métier. Quoi. Je me permets une précision à ce sujet, mais en fait les personnalités publiques qui font leur coming out public aussi le font pour offrir aux jeunes générations la possibilité en fait d'avoir des modèles et des personnes à qui s'identifier qui soient LGBTQIA+. Entre autres. Je suis entièrement d'accord et je peux comprendre le mode référent, etc. J'ai pas de problème avec ça. Et aujourd'hui, je le vois, je le lis, il y a beaucoup de plus jeunes, une fois de plus toujours plus jeunes que moi, qui, comme on dit, se cherchent. C'est connu, c'est ce qu'on entend, etc. Je peux le comprendre. Mais à un moment donné, gars, filles, foncez, faites ce que vous avez envie de faire, arrêtez de peut-être trop vous poser la question dans vos vies professionnelles, etc., etc. Essayez d'avancer et essayez pas de mettre trop de choses en avant. Soyez comme vous êtes et faites votre vie aussi. Voilà. Tout simplement. Je sais pas si c'est un super conseil de Tati Astrid, mais bon. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que tu as développé un tempérament assez indépendant et fonceur qui influence aussi tout ce que tu dis là. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai fait ce que je voulais. Sauf quand ma mère elle dit on mange à midi. Ok, on mange à midi. Je bouge pas. Ouais, parce que c'est super bon, c'est pour ça que je descends. Mais voilà. Oui. Ouais, il y a des trucs des fois dans la vie, moi, que. Alors je sais qu'il y a des injustices, il y a des gens qui les subissent, il y a forcément des gens qui les font, ces injustices, ça peut être des harceleurs, des ci, des là. Mais j'ai du mal à comprendre les gens qui se laissent un peu trop faire. Enfin, tu vois venir le truc, quoi. Rebelle-toi, mec. Femme, pareil, quoi. Je dis, mec, c'est le genre humain, quoi. Si on t'étouffe au boulot, je sais pas, tu réponds. Je sais pas. Mais ça, je pense que c'est propre à ton tempérament, effectivement. Oui, je sais. Alors, qu'il faut des cours de karaté pour tout le monde. Ouais. Un truc comme ça. C'est ça, tu veux pas organiser des cours d'autodéfense Je sais pas, non, j'ai pas le temps. Je suis pas le spécialiste du Krav et tout ça, non, mais pourquoi pas. Non, mais je pense qu'il faut que les gens, ils s'enhardissent un petit peu et qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, mais pas toujours revendicatif ou à pleurer ou à pleurnicher. Il faut dire des choses qui font avancer, qui sont constructives pour un monde meilleur, je pense. On approche tranquillement de la fin de cette interview et je voulais savoir du coup s'il y avait un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu as envie d'aborder ou si tu veux revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé. Là, comme ça, alors ça c'est la question à laquelle je n'avais pas pensé. Non, pas nécessairement. Oui, si, peut-être pour revenir. Pour clôturer, c'est un peu comme je suis peut-être, c'est faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire et pas trop se poser des questions sur ce que les uns disent, pensent, etc. Après, c'est pas la peine de s'étaler sur ce qu'on fait non plus. Mais ouais, vivre sa vie, tout simplement. Simplement et tranquillement. Ok. Voilà. Et ouais, je t'en prie. Attends. Est-ce que à chaud comme ça et puis un peu dans le rush avant service, tu as envie de me dire ce que tu as pensé de cette interview ? C'était sympa, c'est cool, c'est pas intrusif, donc ça c'est plutôt cool. C'est pas militant non plus, donc ça c'est cool, parce que c'est moi qui ai parlé, tu m'as pas posé non plus des questions trop orientées, je dirais. Ça j'aurais pas forcément voulu y répondre, vraiment. Non, c'est cool, c'est positif, c'est bon enfant. Ouais. Ta sœur est présente ici au restaurant puisque c'est là que je réalise cette interview et j'aimerais lui poser des questions notamment autour de ton coming out. Est-ce que ça te va et est-ce que tu penses que je peux lui proposer ? Je pense qu'on peut lui demander, on va voir avec elle si elle a 2 minutes, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas 2 minutes et je pense qu'elle peut se prêter au jeu. Okay. Je pense que ça la dérangerait pas en tout cas, clairement pas. Voilà. Du coup, je coupe. Merci beaucoup d'avoir accepté la caméra pendant ton travail, parce que tu as beaucoup de boulot. Et j'essaie de le faire entre les deux, quoi. Ouais, merci beaucoup. Tu penses que ça va aller ? Ouais.
Salut, pour commencer, je vais te demander de te présenter et de contextualiser notre rencontre, s'il te plaît. Alors, bonjour, je m'appelle Asmik, j'ai 41 ans. Je suis lyonnaise d'origine arménienne et donc j'ai un restaurant maintenant à la Joux-du-Lut depuis 4 ans. Et je suis issue de l'hôtellerie-restauration depuis pas mal d'années, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. J'ai eu différentes expériences, que ce soit de direction d'hôtel et de restaurant, en France et à l'étranger. Et je suis venue me perdre dans la montagne parce que j'avais besoin un peu de nature. Mais malgré tout, j'adore la ville. Donc aujourd'hui, on se voit par rapport à ta sœur Astrid, que j'ai interviewée donc tout à l'heure dans votre restaurant. Et j'aimerais savoir si tu te souviens du moment où elle t'a fait son coming out lesbien, comment tu l'as pris, voilà, comment tu l'as vécu. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce moment-là ? Alors, je me rappelle de pas mal de choses, en effet. Enfin, j'ai une très très bonne mémoire. En fait, le jour où ma sœur m'a annoncé qu'elle était lesbienne, alors, on va pas se mentir, je le savais, mais moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc ça a été un peu une rafale quand elle me l'a annoncé, parce que la façon dont ça s'est fait, c'était pas top. Heureusement, j'avais ma meilleure amie qui était là et qui m'a un peu récupérée, va-t-on dire. Alors aujourd'hui, je l'ai accepté. Je dirais pas que je le conçois, parce que pour moi, ça reste un homme et une femme. Après, c'est mon avis, mais je me permettrai jamais de juger qui que ce soit. J'ai pas cette compétence et ni la prétention. Après, aujourd'hui, ma sœur, elle avait quelqu'un. Je suis très contente pour elle parce que ça l'a complètement changé, métamorphosé, et elle s'est enfin ouverte à quelqu'un, chose qu'elle n'était pas avant. Donc je remercie, je la remercie. Et ouais, ma sœur, ça l'a vraiment transformée. Donc en fait, non, je suis plutôt contente. Et en fait, on va pas se mentir non plus, mais moi, ça me fait des vacances. Comme ça, elle est un peu moins avec moi. Est-ce que tu peux préciser en quoi tu l'as mal vécu ? Et aussi, j'aimerais savoir s'il y avait d'autres personnes LGBTQIA+, dans ton entourage proche avant que ta sœur ne fasse on le savait tous, en fait. Okay. Que ça soit amis ou famille, tout le monde le sait. Mais après, c'est toujours compliqué, je pense, d'en parler. En plus, il y a encore un peu plus d'une dizaine d'années, c'était un monde, en gros, mon Dieu, on n'y touche pas, on n'en parle pas. C'est limite un peu comme la peste. Et maintenant, je pense que c'est beaucoup plus ouvert comme conversation. Bah, il y a le mouvement LGBT et compagnie est beaucoup plus open. Alors après, il y a des choses dans lesquelles je sais ma sœur ne se reconnaît pas du tout et je la comprends. Et merci mon Dieu, parce que j'aimerais pas qu'elle soit complètement, on va dire, un peu folle. Mais oui, dans les amis, en tout cas dans nos amis proches, parce qu'on a beaucoup d'amis en commun, on le savait tous en fait. C'était évident. Est-ce que tu côtoyais des personnes LGBTQIA+, ou est-ce que notamment ta sœur est la première personne lesbienne de ton entourage ? Le monde lesbien, je dirais que non, pas trop, voire même très peu. Par contre, monde gay, homme, alors ça... Je pense que moi j'étais la copine APD comme qui dirait. Okay, donc aujourd'hui voilà là-dessus c'est ok pour toi et... Moi j'ai pas de problème en fait, chacun sa vie et puis on s'en fout, t'aimes un homme, une femme, c'est ta vie, c'est ton choix et basta. Et l'essentiel je pense que ce qui vient de se passer cette année en fait c'est se créer sa propre bulle de bonheur et c'est quoi son propre bonheur à chacun, après à chacun de voir. C'est ma nouvelle philosophie. Ouais. Du coup, j'allais te proposer, si tu avais un message à faire passer ou si tu voulais rajouter quelque chose, mais je crois que tu l'as un peu fait. Non, mais en fait, je pense qu'il faut arrêter déjà de se plaindre et je pense profiter de ce qu'on a autour de soi et juste vivre le moment présent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Je crois que cette année, c'est une bonne année compliquée pour tout le monde parce qu'en fait, on a des secteurs de travail qui n'ont pas pu travailler, en effet, mais il n'y a pas que nous, en fin de compte. Et c'est tout un cercle vicieux, donc juste profitons de la vie. Okay. Et basta. Du coup, je te souhaite quoi là, pour cet été là, qui est déjà bien entamé, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter de bien travailler, qu'on fasse une belle saison, et puis que le beau temps il revienne, mais pour de vrai, pas pour de faux, pas un jour sur deux. Ok, c'est tout ce que je te souhaite. Alors une belle saison et un bon climat. Merci beaucoup d'avoir accepté. Avec plaisir.